Bienvenue, Madame Céline Anelone Brozovic. Bienvenue dans le CAV English Network. C'est un honneur de vous recevoir. Et nous vous recevons depuis Seattle, Washington, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Et nous vous recevons parce que vous avez un trésor caché à nous faire découvrir. Vous le faites découvrir déjà aux anglophones. On voudrait que les francophones puissent aussi le connaître, le découvrir parce que vous êtes francophone à l'origine et vous avez de quoi aider beaucoup de personnes à sortir de leurs difficultés, de mal-être et je veux dire, oui c'est ça, de mal-être, de dépression, surtout de dépression. Et c'est un phénomène qui est tabou en Afrique, mais qui tue à petit feu. C'est une bombe à retardement. Et vous avez une histoire très marquante, votre propre histoire personnelle qui vous a vraiment conduite à proposer une solution dans ce sens. Alors, on va commencer depuis le commencement. Présentez-vous globalement à nous, à ceux qui ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites actuellement? Et après, on verra comment tout a commencé et comment est-ce que vous aidez au quotidien des personnes. Merci beaucoup, Eliane. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de partager avec les francophones ma passion et de pouvoir aider. J'espère que en regardant cette vidéo, je pourrai contaminer une personne et de donner l'espoir à une personne qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand il s'agit des maladies chroniques, hypertension, cholestérol, obésité et dépression. C'est une maladie chronique. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Céline Anelone Brozovic, née en Côte d'Ivoire, habite depuis plus de 30 ans aux États-Unis, comme elle a dit, sur la côte ouest. Ingénieure de formation, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans le secteur des télécommunications et dans ce qu'on appelle healthcare IT, en ingénierie et puis aussi la partie business. Mariée, 2 enfants. J'aime rigoler. J'aime être dehors, en train de marcher. Et j'ai créé ce business-là. C'est ma deuxième carrière, en fait, pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, aider le maximum de personnes. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et précise. Et justement, vous vous êtes embarqué dans cette deuxième carrière pour une bonne raison. Quelle est cette bonne raison sous-jacente? Parce qu'on se lève pas du jour au lendemain pour faire une deuxième carrière quand même. Il y a beaucoup qui préfèrent profiter de leur retraite, voilà, avec leurs petits-enfants, voyager, mais s'engager dans des, comment on dit en anglais, business ventures. Like, il y a vraiment une raison. Laquelle? Ok. Merci beaucoup. À l'âge de 14-15 ans, j'ai été diagnostiquée de la dépression clinique par un médecin. Vous savez comment on gère la dépression? On n'en parle pas. Donc, je n'en parlais pas. Et donc, j'ai fonctionné comme ce qu'on appelle a functional depressed person. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Mais j'ai fonctionné. J'ai pu faire un bac C. J'ai fait un diplôme d'ingénieur. J'ai fait un MBA. Je travaillais. Mais ça vous rattrape. Et ça m'a rattrapé quand, arrivé aux États-Unis, je me suis retrouvée avec des boulots très intéressants dans les salles de conférence par exemple, la première compagnie Belcor, qui est la compagnie de recherche et de développement en télécommunications pour le monde entier. Donc, quand on parle de recherche et de développement, c'est Belcor en télécommunications, le système des Bell Labs après. Donc, se retrouver dans la salle de conférence où c'est vous qui allez donner cette conférence-là, j'ai développé naturellement ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur.
est-ce que je mérite d'être ici et tout le reste? Anyway. Donc, pour gérer mon problème de syndrome de l'imposteur, je travaillais énormément. 40 heures, non, ça, c'est pas pour moi, ça. 60 heures, 70, 80 heures. Ça veut dire que je ne faisais que ça. On travaille 60 heures, 80 heures par semaine, une fois en passant, quand on a une date butoir, un gros projet à rendre, mais on ne travaille pas 60 heures, 80 heures par semaine régulièrement, tout le temps. Ce qui devait arriver est arrivé, j'ai burn-out. Et la combinaison burn-out et dépression, c'est une bombe atomique. Ce qui s'est passé donc avec le burn-out et la dépression, cette bombe atomique-là, bien sûr, on ne travaille pas 60 heures, 80 heures par semaine et rester en bonne santé. Donc, j'ai développé toutes les maladies chroniques là arrivent, tension, cholestérol, reflux gastrique. Donc, côté maladie chronique, c'était aussi un véritable désastre. Et la dépression a pris le dessus où j'ai même failli me suicider. Je suis maman. Me suicider n'est pas une option. J'ai 2 filles. Aller dire à mes enfants que maman est décédée, comme toute personne, elles vont pleurer leur maman. Mais aller dire à mes filles que maman s'est suicidée, c'est détruire la vie de ces 2 filles-là. C'est pourquoi, chaque fois que j'ai l'opportunité, je parle de la dépression pour donner, et surtout que j'ai pu sortir, manager correctement ça. Je ne connais pas encore quelqu'un qui a guéri de la dépression à 100%. Ça reste un peu, mais ça peut se manager, c'est manageable. Donc, j'ai fait de ma mission sur la Terre de parler de maladies chroniques, de parler de santé mentale et surtout de dépression et surtout de partager avec les gens qu'il y a une option, il y a des alternatives, on peut faire quelque chose. La preuve, je suis devant vous ici et dans cette communication ici, on parlera de dépression, mais aussi on va parler de comment je m'en suis sortie. Voilà. Donc les femmes, en général, c'est les femmes et les hommes aussi, parce que les hommes aussi la dépression. La première chose que je voudrais vous dire, le premier appel que je voudrais vous lancer, je vous en prie, demandez de l'aide. Ne traversez pas cette maladie tout seul ou toute seule. C'est une maladie. De la même manière que le diabète est une maladie, que le cancer est une maladie, si vous êtes déprimé, que vous avez la dépression comme maladie, demandez de l'aide. Mais justement, quels sont les symptômes de la dépression? Comment on déclare quelqu'un de dépressif? Très belle question, très belle question. Il y a ce qu'on appelle le DSM. Le DSM, c'est la Bible des psychologues, des thérapeutes et tout le reste, où il y a 9 éléments qu'ils regardent. Et quand vous remplissez ces questions-là, que vous avez 5 sur 9, on peut dire que vous avez avoir la dépression. Et donc, on va poster le lien de ces 9 questions-là sur le lien, comme ça, vos auditeurs pourront les avoir. Donc, autour de vous-même, disons que vous avez une amie, un ami, un collègue. Voilà les petits signes que vous pouvez regarder. La personne commence à se négliger. Une dame qui était assez pimpante ou un gars assez fringant, soudain, il s'en fout pas mal. Et puis, la personne s'isole, elle ne retourne pas les coups de fil. Donc, si vous avez appelé quelqu'un 3, 4, 5 fois, je vous en prie, ne vous énervez pas jusqu'à ce que vous parliez à la personne. Parce que, avec la dépression, on a tendance à vouloir s'isoler et on s'isole du tout, on se met à pleurer parce qu'il y a toute une série d'émotions qui arrivent dans la tête. Donc quand vous voyez quelqu'un en train de faire ça ou quelqu'un en train de manger énormément ou d'arrêter de manger, mais donc c'est un changement là, ou quelqu'un qui commence à dormir beaucoup, ou bien quelqu'un qui commence à dire je suis fatigué, je suis triste, je veux me tuer, faites attention. Ce sont des signes avant-coureurs et parlez à la personne. Et qu'en parlant à la personne, je vous en prie, ne donnez pas de conseils.
C'est pas le moment de donner des conseils. C'est le moment d'être présent pour la personne, de montrer de la compassion. Votre présence physique, votre amour va aider votre personne en demandant, parle-moi, de quoi il s'agit? Oh, tu as dit ce mot-là, qu'est-ce que tu veux dire? Et puis, doucement, encourager la personne à aller chercher de l'aide avec des spécialistes. Ne donnez pas de conseils, vous-même ne vous diagnostiquez pas automatiquement, toujours faire ce partenariat avec ce médecin. Votre médecin généraliste même peut déjà avoir une idée que vous frôlez la dépression, ou bien c'est là-bas, ça s'en va, et va vous envoyer vers un spécialiste. Mais ne restez pas, ne cachez pas cette maladie-là. Arrêtez de jouer les fausses joies parce que ça demande beaucoup d'énergie. Si je l'avais traité, cette dépression-là, beaucoup plus tôt, je ne serais pas arrivée là. Et tous les gens qui ont ces idées préconçues, je vous dis, honte sur vous. Quelqu'un qui a une maladie mentale n'est pas allé acheter cette maladie mentale-là quelque part. Elle a été, ça lui a donné. C'est tellement complexe les sources de la dépression. Et vous les chrétiens, c'est pas la peine de venir citer des versets bibliques en disant à la personne, il faut prier, il faut ça. Vous ne priez pas plus que quelqu'un qui est déprimé. Est-ce que quand quelqu'un a le cancer, vous allez lui dire, c'est parce que tu ne pries pas suffisamment? Non. Pourquoi vous croyez que vous avez le droit de dire ça à quelqu'un qui est déprimé parce qu'elle éprouve de la tristesse et ça? Ce n'est pas très juste. Si vous ne savez pas ce qu'il faut dire, taisez-vous. Montrez de l'affection à la personne. Invitez la personne. Mais tu veux venir marcher avec moi? Tu veux venir faire quelque chose avec les enfants? Aidez la personne. Surtout, essayez d'encourager la personne à chercher de l'aide que de porter des jugements. Quand on est déprimé, on n'est pas fou. C'est pas de la folie. Justement, ce que vous dites là est vraiment très puissant. Qu'est-ce qui pousse alors? Qu'est-ce qui est à l'origine de la dépression dans ce cas? Quelles sont les causes? Les causes de la dépression, il y a beaucoup de causes et c'est pas encore très bien connu. Au début, les gens croyaient que c'était un dysfonctionnement du manque de la sérotonine. Maintenant, les recherches montrent que ce n'est pas vrai. C'est aussi lié à notre propre moi, comment on est, comment on réagit à certains événements, notre sensibilité. C'est aussi lié à certains traumatismes qu'on a eu quand on est petit. C'est aussi lié à un manque d'affection. C'est aussi lié à tellement de choses. Et puis, il y a aussi une petite portion génétique. Si vous avez un parent qui est déprimé, la probabilité, je dis bien probabilité, pour que vous soyez déprimé est assez élevée. Ça ne veut pas dire que vous allez être déprimé. Si vous avez une très bonne hygiène de vie, vous n'allez pas connaître la maladie. Donc, pour répondre à la question, les causes sont assez complexes, assez énormes. Y a-t-il vraiment un déficit en sérotonine? Les recherches continuent. C'est pas encore très clair. Au début, on croyait que c'était ça, mais maintenant, c'est pas vraiment ça. C'est un peu de trucs génétiques là-dedans. Notre background qu'on a eu, par exemple, quelqu'un qui a été violé quand elle est petite peut avoir après la dépression, ou quelqu'un qui a eu des attouchements sexuels qu'elle n'a pas désirés, ou quelqu'un qui a vécu dans une famille abusive, on est tout le temps en train de l'insulter, tu as mal à rien, truc, donc détruire le moral, ça peut lier à la dépression. Donc vous voyez que c'est assez complexe comme maladie. C'est pourquoi il faut travailler avec un professionnel qui va vous aider. Et puis il y a beaucoup d'outils qu'un très bon professionnel peut vous aider, mais je vous dis que en plus du professionnel, vous devez travailler sur votre mode de vie entièrement, en appliquant toutes les méthodologies de la médecine, du style de vie, et on parlera de ça. Mais je voulais vraiment mettre le point sur la dépression. Si vous êtes déprimé, n'ayez pas honte. Si vous avez eu honte, n'ayez plus honte. C'est une maladie. J'espère que vous m'entendez, parce que une des conséquences désastreuses de la dépression, c'est le suicide. Et l'impact de suicide est dramatique. Et la recherche aussi a montré que quand dans une famille, quelqu'un s'est suicidé, ça ouvre la porte. Et ça, côté spirituel comme côté médical, côté scientifique, ça ouvre la porte où d'autres enfants dans la famille peuvent se suicider. Donc, je vous en prie,
je vous en prie, demandez de l'aide. On peut vous aider. On peut fonctionner avec cette maladie-là. Ne vous laissez pas détruire par ça, détruire vos rêves. C'est un véritable plaidoyer que je fais. On va mettre mon numéro de téléphone à la fin. Je n'aurai pas de problème à parler aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux jeunes gens, au tout, pour dire, vous n'êtes pas seul. Je suis dans votre équipe déjà. Wow. Moi, c'est la première fois que j'entends une personne parler ainsi de la dépression. Parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est, en général, en Afrique, qui est très tabou. Aller même voir un psychologue. Je suppose que parmi les spécialistes qui sont les personnes, je vais dire, habilitées à diagnostiquer la dépression, ce sont les psychologues, n'est-ce pas? Votre médecin généraliste peut vous diagnostiquer parce que vous arrivez, quand il va vous donner les 9 questions du DSM, en fonction de vos réponses, il va dire, oh, OK. Et puis maintenant, il va vous envoyer vers un spécialiste. Ça peut être un psychologue, un psychiatre, d'autres counselors qui vont déterminer si c'est très profond, ce que c'est, et puis exactement c'est quoi. C'est ça. Mais ne vous auto-diagnostiquez pas. Parce que quand vous êtes auto-diagnostiqué, vous allez commencer à courir après des remèdes à gauche par-ci, par-là, et puis donc peut-être même rendre ce qui aurait pu être quelque chose de léger un peu plus grave. Toujours, toujours, toujours travailler avec un professionnel de la santé. Ils doivent être nos partenaires de notre santé. Et puis, je regarde encore les chrétiens. Je suis chrétienne, catholique, pratiquante. Je vais à la messe tous les matins. Ça ne se résout pas à coup de prière. Bien sûr, il peut y avoir un miracle. On peut prier pour quelqu'un, le miracle peut se produire. Mais c'est le même Dieu que nous prions, qui nous a donné les médecins, qui nous a donné les conseillers, qui nous a donné les thérapeutes, qui nous a donné les gens. Profitons de ce que nous avons pour notre santé. Et n'ayez pas honte. C'est pas parce que vous ne priez pas que vous avez la dépression, non. C'est pas parce que vous êtes mauvais que vous avez la dépression, non. Ça n'a rien à voir avec votre personne intrinsèque, avec vos valeurs. C'est une maladie comme le cancer, comme le diabète, comme l'hypertension. Je suis très passionnée par ça parce que j'ai entendu des conférences où des gens font croire aux gens qui sont déprimés que en fait c'est de leur faute. Vous ne priez pas suffisamment assez, vous n'êtes pas suffisamment gentil. C'est pas sympa de faire ça. Donc, la dépression est vraiment à dissocier de la condition spirituelle. C'est un état clinique physique. Yes! C'est physique, c'est mental, c'est moral, c'est émotionnel, c'est tout. Parce que vous avez toute une série d'émotions qui viennent en même temps, ça vous bombarde, et puis on se sent fatigué. Et quand les gens me demandent, OK Céline, décris-moi un peu la dépression, c'est quoi? Je dis, OK, je vais vous décrire. Des fois, il y a 1000 émotions qui arrivent. Et donc, on n'arrive pas à les gérer, on est perdu, on est fatigué. Et puis bon, on est fatigué émotionnellement. Et puis, et puis on a envie de rien. Ce qui vous plaisait avant, par exemple, quand je suis en train de faire une crise, j'aime bien faire du jardinage. Eh bien, mon jardin ne sera pas arrosé parce que ça ne me plaît plus. Et c'est comme si tout était fade, que tout ce que vous mangez n'avait pas de sel là-dedans. Mais des fois aussi, c'est comme si vous portez le monde entier sur votre épaule. Donc, vous vous sentez lourd. Mais néanmoins, seul. Ouais, je suis en train de porter le monde entier, mais pourtant, je me sens tellement seul. Et voilà, c'est ça au truc. Et puis, on se sent, est-ce que je mérite d'être là? Je suis bonne à rien, je ne sers à rien, ce genre de truc. Et puis ça arrive, ces pensées-là, et on broie du noir, tout est assez sombre. Et puis pour d'autres personnes, elles sont irritées, elles sont toujours énervées. Ah oui, voilà. Les gens qui sont toujours énervés, en colère, là, c'est aussi une forme de dépression. Donc il y a la forme de l'irritation, de la colère, et puis il y a la forme on est assez léthargique. Et des fois on fait les deux. Les deux extrêmes, quoi. Voilà, des fois on fait les deux, des fois on est irrité. Donc, avec ce que vous venez d'expliquer, c'est assez poignant.
Et justement, à vous entendre parler avec une telle passion, euh, il n'est pas étonnant de comprendre maintenant que c'est là que vous intervenez après avoir vous-même été victime. Vous avez certainement fait des recherches, creusé et tout ça. Et c'est ce qui vous a conduit à votre deuxième carrière dont on parlait au début. Alors, quel est le rôle que vous jouez auprès du spécialiste de santé pour aider les personnes en situation de dépression à s'en sortir? Très bien, superbe. Donc, je vais raconter un peu moi-même comment est-ce que je m'en sors et comment je m'en suis sortie du trou noir pour revenir à la surface. Comme je vous avais dit, en plus de la dépression, le burn-out, j'avais ces maladies chroniques-là et j'ai été exposée à ce qu'on appelle la médecine du mode de vie. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai créé une équipe de support. Dans mon équipe de support, j'avais mon médecin généraliste. Je vous demande, tout le monde, de toujours travailler en partenariat avec votre médecin généraliste et surtout, si vous prenez des médicaments, n'arrêtez jamais de prendre vos médicaments sans l'avis de votre médecin. Leur rôle, en fait, c'est eux qui peuvent vous prescrire des médicaments, qui peuvent augmenter la dose ou diminuer la dose. Comment je m'en suis sortie? J'avais une équipe. Mon équipe, j'avais mon médecin généraliste, j'avais un thérapeute et j'avais un diacre. Donc, vous avez vu, j'avais la partie médicale, donc scientifique, mais j'avais aussi la partie spirituelle. Donc, je ne me suis pas contentée de dire par la grâce de Dieu. Dieu a joué un très grand rôle là-dedans, mais je ne me suis pas contentée de dire par la grâce de Dieu. J'ai profité de tout ce qu'il avait créé là. Et j'ai aussi utilisé ma famille qui est faite de mon mari, de mon petit papa, et puis d'amis très chers. Donc, cette équipe que j'ai créée là, ce sont des gens en qui j'ai confiance, qui je sais à 100% ne vont jamais me juger. J'ai confiance en elles, elles m'écoutent, ce sont des gens qui savent écouter. Donc, la première chose à faire, un médecin, un thérapeute, personne spirituelle, si vous êtes spirituel ou pas. Moi, je suis chrétienne, donc j'avais besoin de ça. Pour certaines personnes, si vous n'y croyez pas, ne le faites pas. La deuxième chose, une équipe de support qui sont des personnes qui sont là, en qui vous avez confiance. Les critères pour les choisir, c'est simple. Des gens à qui vous pouvez parler librement. Des gens qui ne sont pas là pour vous donner des conseils. Des gens qui vont vous écouter. Et puis des gens qui ont votre santé, votre bien-être à cœur et qui ne vont pas vous juger. Donc, en général, une toute petite équipe. OK? Après ça, j'avais aussi appliqué les principes de la médecine du mode de vie que je vais aborder maintenant. Justement, donc on y va. Qu'est-ce que c'est que les principes de la médecine du mode de vie? Le lifestyle medicine, la médecine du mode de vie ou la médecine du style de vie, c'est la nouvelle forme de médecine qui existe, qui se développe maintenant de plus en plus, qui dit quoi? Qui dit que nos maladies chroniques, cancer, certaines formes de cancer, diabète de type 2, cholestérol, hypertension, obésité et autres, donc ce qu'on appelle maladies chroniques, on peut les prévenir et même les guérir en manageant son style de vie. Et les 6 piliers sont ce qu'on choisit de mettre dans la bouche comme nourriture, alcool, drogue, tabac, médicaments. Le premier pilier, ce qui rentre dans la bouche. Le deuxième pilier, ce qui rentre dans la tête, management du stress, connexion au divin. Le troisième pilier, ce qu'on fait avec notre corps, sous forme de sport, sommeil, exposition au soleil. Le quatrième pilier, nos relations avec nous-mêmes, donc la compassion avec soi-même, le pardon et la gestion de nos émotions. Le cinquième pilier, c'est ce qu'on appelle la mission sur la Terre. Savez-vous pourquoi vous êtes sur la Terre? Et le cinquième pilier, c'est notre environnement. Dans quel environnement vivez-vous? Est-ce que vous êtes dans une maison où les gens sont toujours de mauvaise humeur, où la maison est désordonnée, c'est sale, ou bien dans un endroit où vous avez accès à la nature, les arbres,
Ou bien même, dans l'environnement, je remets mon petit chien, Coco, il dort là en ce moment. Et donc, quand vous managez ces 6 piliers-là, en partenariat avec votre médecin traitant, tous les jours, correctement, vous arrivez à manager cette dépression-là, mais aussi à gérer toutes ces autres maladies chroniques-là. Ma tension, donc quand j'ai eu le burn-out et tout le reste, ma tension était partie à tel point qu'on voulait me donner des médicaments. Mais j'ai pas pris de médicaments. Je suis arrivée à enlever cette tension-là. Ma tension, elle est normale. Mon cholestérol qui était à 220, il est maintenant à moins de 150. J'avais grossi. Voilà, vous me voyez devant vous, je ne ressemble pas à quelqu'un qui est énorme, j'ai perdu le poids. Donc, cette médecine de mode de vie-là, et bien sûr que ça gérait la dépression. C'est comme si il y avait des écailles sur mes yeux, j'ai plus les écailles, je suis en pleine santé, j'ai retrouvé ma joie de vivre, j'ai retrouvé plein d'énergie à telle enseigne que je vais pour aider les autres personnes. Mais quand je travaille avec les gens. À l'hôpital, par exemple, quand j'enseigne, comme je l'avais dit, avec le docteur Clé, dans un hôpital ici, les employés de l'hôpital et les nurses, et la dernière session, même qu'on a eu 2 médecins qui sont venus, donc il y a un médecin qui est là. Et quand on travaille avec les gens, et quand je travaille avec mes clients, je leur dis toujours, surtout pour ceux qui prennent des médicaments, je veux que vous parliez à votre médecin traitant. N'arrêtez jamais vos médicaments. Les médicaments ont leur rôle. De la même manière que la prière a son rôle, les médicaments ont leur rôle. Notre système de support aussi a son rôle. Donc, les résultats sont faramineux, les résultats sont extraordinaires. Donc, j'encourage les gens à vraiment se regarder et prendre leur santé au bout de la main. Aucun médecin ne peut faire ça pour vous. En Côte d'Ivoire, vous avez 0,2 médecins pour 1000 personnes. Aux États-Unis, il y a les médecins ne peuvent pas passer plus de 20 minutes avec vous. Donc, ce n'est pas le médecin qui va le faire, c'est vous-même. C'est vous-même qui devez dire, je prends ma santé en compte et puis je le fais tranquillement, je travaille. Ça nécessite investissement. Oui, investissement en temps, investissement émotionnel, parce que quand on s'en va regarder dans le pardon qu'il faut pardonner, ben ça renvoie des émotions. Des fois, il vous faut même un thérapeute même pour ça, ou des spécialistes qui spécialisent en comment demander pardon. Et puis, ça demande aussi un investissement financier pour faire ça. Mais les résultats sont là, sont extraordinaires. Donc, pour les femmes qui sont déprimées, pour les époux qui sont déprimés, pour les gens qui connaissent la dépression, je vous en prie, il y a de l'espoir. Wow. Nous sommes ravis de savoir qu'il y a de l'espoir. Et il y a certainement beaucoup de témoignages, des personnes qui témoignent ouvertement après avoir participé à vos programmes. Et est-ce que vous avez, depuis que vous le faites, ça fait combien d'années au total que vous avez commencé? Presque 8 ans. Wow. Donc, durant ces 8 années, quels sont ces témoignages qui vous ont marqué parmi tant d'autres? Tous les témoignages me marquent parce que quand je fais ce travail-là, comment je mesure mon succès, c'est si une personne a réussi. Mais je vais vous donner peut-être 3 témoignages. Un de mes favoris, c'est cette dame-là qui dit « J'ai recommencé à m'aimer ». Parce qu'elle avait énormément grossi, une jolie femme, faisait du sport, et puis bon, avec les problèmes de la vie, les problèmes de tout, elle a grossi. Elle a fait le programme. Au bout de 7 semaines, elle a commencé à avoir son cou, elle a commencé à avoir ses clavicules, mais elle a commencé aussi à avoir un peu plus de mental clarity, clarté mentale. Elle dit, j'ai recommencé à m'aimer. Je ne me regardais plus dans le miroir, mais maintenant je me regarde dans le miroir. Oh là là, ça, aucun million de dollars ne peut me donner cette joie-là. Je suis contente quand j'entends ça. Une autre cliente qui dit « Waouh, mon médecin est content parce que mais il a diminué de moitié mes médicaments de tension. Il est tellement content de savoir que pour la première fois dans sa vie, il peut faire arrêter des médicaments de tension à quelqu'un. » Parce qu'elle a fait le programme, elle a bien suivi la partie nutrition, la partie sport, la partie sommeil. Et puis, la 3e personne, c'est une religieuse qui dit elle ne pouvait plus s'agenouiller pour prier, maintenant elle peut s'agenouiller pour prier. Oh, quelle joie!
Pour une religieuse, se mettre à genoux devant son Dieu, c'est comme ça qu'on prie. Et de savoir qu'elle ne pouvait pas le faire, et que maintenant elle peut le faire, je lève les bras aux cieux et je dis gloire à Dieu. Voilà. Elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle était obèse, c'est ça? Elle ne pouvait pas le faire parce que, comment ça s'appelle, bien sûr, elle avait grossi et puis elle avait des problèmes d'arthrite, d'arthrose, je ne sais quoi. Donc, il faisait qu'elle ne pouvait pas s'agenouiller, ça faisait mal. Mais en changeant ce style de vie-là, depuis les émotions jusqu'à la nourriture et à recommencer à marcher au truc, elle a recommencé à s'agenouiller. Donc, tu vois, pourquoi je suis passionnée par ça? Parce que chaque fois que j'aide une personne, mais c'est dingue. Vous vous en rendez compte? Voilà. Donc, c'est pourquoi que je continue de faire ce travail-là. Et puis, je donne des conférences, je parle, n'importe quelle personne qui voudrait que je vienne parler dans leur église, dans leur travail, dans leur communauté, faites-moi signe. Je veux envoyer le message. Je veux être celle qui donne l'espoir aux gens quand il s'agit de leur santé avec des informations basées sur la science. Pas de charlatanisme ici, ok? Mais justement, pour vous avoir comme oratrice, dans une congrégation ou dans une entreprise ou dans une association, quel est le processus? Comment on rend cela possible? Superbe, très belle question. Ben, vous me contactez sur mon WhatsApp 1 404 307 3908. Pour les églises, pour les associations à but non lucratif, c'est un plaisir pour moi de partager gratuitement. Je ne charge pas un seul centime pour le faire. Mais en entreprise, j'ai mes tarifs d'entreprise pour venir faire des conférences en entreprise et tout le reste. J'espère que j'ai répondu à cette question-là. Donc, vous me contactez. En général, je réponds très vite aux messages. Et voilà, pour les conférences. Maintenant, pour les personnes qui voudraient faire le programme de cette semaine, vous me contactez aussi. C'est un programme que je recommande se fasse en groupe, une famille ou un groupe de minimum 3, pour 2 raisons. Au minimum 3, 5 ou 10. Je ne fais pas plus de 10 personnes à la fois parce que ça devient assez compliqué à gérer. Pourquoi je le fais en groupe? Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle the power of the tribe, la puissance de la tribu. Et puis, ça devient un peu moins cher aussi. Vous pouvez, pour pouvoir payer mes honoraires quand vous êtes seul, c'est beaucoup plus facile de payer mes honoraires quand vous êtes à 3 ou à 5 ou à 10. C'est une saine émulation, cet effet de groupe, voilà. Il y a le côté négatif, mais aussi le côté positif. Quand ça marche pour une personne, c'est contagieux. Yeah. Vous avez énormément compris. Voilà, vous avez parfaitement compris. C'est ça, waouh. Waouh. Donc là, mais Céline, honnêtement, vous avez affaire, en tout cas à mon audience, pour la plupart de ceux qui suivent le CAVE English Network, c'est une audience africaine principalement. On a beaucoup parlé de dépression, de spécialistes de santé et tout ça. Vous êtes né en Afrique, vous connaissez les réalités de l'Africain en général, le citoyen lambda africain, l'attitude pas d'aider en fait, hein, mais la considération pour la médecine, pour tout ce qui est lié aux problèmes psychologiques, psychiques et tout ça. En général, soit on va à l'église, ou soit on va vers d'autres façons de faire. C'est très rare le fait d'aller à l'hôpital voir des spécialistes et tout ça. Il n'y a pas vraiment... En fait, c'est vraiment tabou, quoi. Il n'y a pas vraiment cette spontanéité à aller à l'école, à l'hôpital, comme vous l'avez dit, rencontrer des spécialistes en la matière, s'équiper avoir toute une équipe. Et puis pour beaucoup, ils n'ont pas les moyens, donc ça tue à petit feu beaucoup de personnes qui peuvent pas s'offrir je veux dire, l'avis ou le conseil d'un médecin, une simple consultation et tout ça. Eliane, là, je vais interrompre. Ce n'est pas vrai. Là, ce sont des conclusions. Regardez nos pays quand même. On fait quand même des efforts pour apporter la santé aux gens. Il y a des médecins dans les zones rurales. Il y a des infirmiers quand même dans les zones rurales. Donc, si par exemple, vous êtes d'abord un membre d'une famille qui voit quelqu'un d'autre, on a beaucoup de compassion.
il faut peut-être éduquer les gens à savoir que quand quelqu'un comme ça, il a besoin d'une aide médicale, c'est peut-être cette éducation qui manque, puisqu'en général, on croit que bon, on va envoyer chez le féticheur, on va envoyer ici, on va envoyer chez le pasteur pour prier. C'est ça, ça manque. Mais quand on cherche vraiment, il y a des hôpitaux, on a des ressources quand même. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc, on ne doit pas se dire, non, ils sont là. Il y en a quand même, quand on veut, il y en a, on trouve. La preuve, il y a plus de 50 ans, ok, c'est un psychiatre qui m'a diagnostiqué. Donc, on a pu aller en voir un. Ça existe. Ils sont là. Un des problèmes que nous avons, ce sont nos priorités des fois, et puis de refuser de s'éduquer. Il faut qu'on s'éduque pour savoir que, et puis il faut que beaucoup de personnes en parlent pour qu'on sorte du closet, pour qu'on sorte du placard, pour qu'on arrête d'être caché. Chaque fois que je vois quelqu'un en train de parler bizarrement à quelqu'un parce que la personne est très déprimée, je fais attention, tu ne sais pas ce qu'elle a. Ce petit garçon qui allait chercher la consolation dans l'alcool ou dans la drogue, en général, en bas, c'était des problèmes de dépression qui n'ont pas été gérés. Ce sont des problèmes parce qu'elle n'a pas eu quelqu'un avec qui parler. Ce sont des problèmes parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour lui dire « je t'aime, tu as de la valeur à mes yeux ». On n'a qu'à commencer à apprendre à s'apprécier, à être gentil avec nous-mêmes et avec les autres. Ça coûte quoi de dire à quelqu'un « Wow, comment ça s'appelle, j'aime il y a toujours quelque chose de positif à trouver dans quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on doit apprendre aux gens. Les injures qu'on fait au truc, je me souviens quand j'étais petite, les plaisanteries qu'on fait, tu as trop comme ça. J'ai dit non, ça te fait plaisir, mais moi ça ne me fait pas plaisir. Et n'ayez pas peur de prendre une paire de ciseaux comme ça et puis de couper les relations toxiques. Éloignez-vous des gens qui sont toxiques. Des gens qui ne vont jamais vous dire quelque chose de bon, de positif sur vous, qui sont tout le temps en train de trouver les critiques, les choses comme ça, ce qui est mauvais. Après, ça vous fatigue. Éloignez-vous de ce genre de personnes-là. Elles ne vous apportent absolument rien, détruisent votre morale. Mais à la limite, pour beaucoup, ça veut dire alors s'isoler. Parce que s'il doit faire l'inventaire... Non, ça ne veut pas dire s'isoler, ça veut dire communiquer. Des fois, on ne sait pas communiquer. Des fois, c'est de s'arrêter. Je me souviens, j'ai eu ce genre de conversation-là où j'ai dit à la personne, bon, je n'ai pas envie de nommer la personne ici sur l'Internet pour dire, tu vois, et donc ça s'appelle les principes de la communication non violente. Donc, quand j'ai eu la conversation avec la personne, je ne l'ai pas accusée. Il ne faut pas accuser les gens. Donc, quand je suis allée trouver la personne pour dire « je voudrais te parler », j'ai utilisé les techniques de la communication non violente. Où j'ai fait, tu vois, chère personne, quand ce fait est là, donc je n'ai pas fait tu, je n'ai pas accusé, j'ai relaté le fait, ou quand j'entends ça, voilà comment je me sens. J'aimerais que ça ne se produise plus. Donc, je t'ai dit à toi comment je me sens. Quand je vais te dire comment je me sens, c'est-à-dire que je ne me sens pas bien, et je te demande de ne pas recommencer parce que ça ne me fait pas du bien. Si tu continues, tu t'entêtes à vouloir le faire, je n'ai plus rien à faire avec toi. Et la réponse, c'est ça. Ah, toi-même, tu es trop compliqué. Tu dis, OK, ça peut être peut-être un peu compliqué pour toi, mais je vais réitérer encore mon propos. Quand j'entends me dire que je suis difficile, ça me fait me sentir diminuée, ça a un impact sur mon amour de soi et je suis un peu perdue parce que c'est un conflit avec ce que je crois moi-même. Et parce que je te fais confiance, j'ai beaucoup d'affection, de respect pour toi, j'aimerais que ça ne se reproduise plus. Ça, c'est vraiment les b.a.-ba de la communication. Ah non, ce ne sont pas les b.a.-ba de la communication. Ça, c'est une communication. On arrive à le faire quand on a un stade évolué. Bon, il y a un très bon livre là-dessus, de très bonnes recherches là-dessus. Ça s'appelle la communication non violente. Donc, j'apprends ça à mes clients pendant le programme que j'offre. Donc, c'est pourquoi on souffre. Faut savoir communiquer. C'est pourquoi on souffre parce qu'on n'est pas arrivé à ce niveau, parce que c'est un niveau élevé. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes dans notre entourage, peut-être y compris nous-mêmes, on est encore à un niveau de communication très bas. Et on le réalise pas, on s'en rend pas compte, en fait.
On se rend pas compte qu'on C'est doit pourquoi vraiment... c'est pourquoi vous avez toute personne qui veut se développer professionnellement, intellectuellement, socialement, spirituellement, doit apprendre à communiquer. Et donc, aller chercher, parce qu'il y a plein d'informations, de bonnes informations sur le net, plein de livres, aller chercher comment je deviens un meilleur communicateur. Parce que les relations humaines, c'est la communication. Il faut qu'on communique, commune. Yes. Parce qu'on a parlé de dépression et on se retrouve à parler de communication. Ça va de pair. La communication, ça commence avec l'écoute. Il faut que la personne se sente écoutée et pas jugée. C'est tellement intéressant, tellement fascinant de voir, et ça donne beaucoup d'humilité, ça donne beaucoup de curiosité, donc et de voir comment l'être humain, comment on est fragile. On est tous tellement fragiles, et ça permet de ne pas juger les autres. On peut avoir des conférences, beaucoup d'heures, des trucs comme ça, mais quand on commence, ça nous rend humble, ça nous rend ça fait de nous une meilleure personne quand on apprend à communiquer, on apprend à être tolérant. Yeah. Ça nous donne de l'eau à la bouche aussi de vouloir creuser, à savoir, moi, je vois pas le temps passer. Je pourrais rester des heures et des heures à vous écouter. Je suis même impatiente de suivre une prochaine de vos conférences. Hein. Je sais pas comment ça se fait justement. Vous êtes à Seattle, aux États-Unis. Et quels sont les événements à venir probablement pour l'Afrique? Si quelqu'un, par exemple, veut boucler mon temps pour parler à sa communauté, à son boulot, au truc, contactez-moi, je vais vous mettre en relation. J'ai eu une dame qui s'occupe de la partie communication, et puis ça me fera un plaisir de venir. C'est ma passion. C'est ma passion. On me branche, je commence, je partage, en espérant toujours que je peux toucher une seule personne. Si j'ai touché une seule personne, pour moi, j'ai réussi ma mission. Donc, la prochaine étape pour l'Afrique, c'est j'arrive en Côte d'Ivoire du 4 septembre au 13 septembre. OK. 4 septembre au 13 septembre à Abidjan. Je serai à Abidjan, en chair et en os. J'ai hâte de vous rencontrer. Non pas à Abidjan, je serai à Babi. Oui, à Babi, comme on dit. À Babi. Waouh. J'aurais voulu rester des heures et des heures. Mais en fait, je sens que c'est la première étape d'une longue série d'échanges avec vous hein, sur ma chaîne YouTube, CIV English Network, pour parler à plus de personnes. Moi, en tout cas, j'offre ma plateforme pour que vous veniez parler, sensibiliser, parce que c'est un sujet, il faut vraiment sensibiliser au maximum. C'est important. On a besoin de savoir communiquer. On a besoin de se comprendre, de comprendre les autres et puis de vivre correctement, quoi. Sans forcément se heurter les uns les autres. Donc, je vais faire la chose suivante pour finir. Et je veux m'adresser beaucoup plus aux femmes. Madame, mademoiselle. Vous êtes importante. Vous avez de la valeur. Si vous vous sentez, en écoutant ce propos-là, que peut-être il peut y avoir un peu de dépression, je vous en prie, allez contacter votre médecin traitant. Demandez-lui le test du DSM. On va le mettre en bas de la vidéo ici. Comme ça, vous allez prendre les questions et faites-le. Surtout, parlez. Trouvez des gens avec qui vous avez confiance. Parlez. Et en fait, quand on commence à parler, même les thérapies en général, c'est des talk-thérapies. C'est-à-dire, c'est de parler. Donc, on parle. Mais choisissez à qui vous parlez. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez avoir une vie professionnelle, une vie sociale vibrante, remplie d'énergie. Retrouvez vous-même, retrouvez votre sourire. Ça, c'est pour vous, les dames. Messieurs, vous êtes en train d'investir dans beaucoup de choses, préparez votre retraite et tout le reste. Pendant que vous faites tout ça, n'oubliez pas d'investir dans votre santé. Parce que les AVC par-ci, le dysfonctionnement érectile par-là, le cholestérol, ça y est là. C'est lié à votre style de vie. Investissez dans votre santé parce qu'il n'y a pas de raison que vous travaillez très dur pour votre vie, pendant votre temps ici, là, et puis au moment de la retraite, patatrac. Voici le AVC, voici
la tension, voici le cholestérol. Ces trucs-là n'arrivent pas en un jour. Ça bout en bas là-bas. Donc, je vous en prie, prenez votre santé entre vos mains. Je peux dire tellement de choses. J'espère que là, j'ai pu vous motiver, non? Et j'espère que beaucoup d'entre vous me feront signe pour qu'on puisse continuer la conversation d'une manière ou d'une autre. Je redonne mon numéro. On me trouve sur WhatsApp ou directement sur ma ligne 1 404 307 3908. Et merci beaucoup, Eliane, et félicitations pour le travail que tu fais pour apporter de bonnes informations à ton audience. On a besoin de personnes comme toi pour divulguer sur ces mêmes réseaux sociaux-là des informations qui sont bonnes pour le bien-être physique et mental pour les gens. On a besoin d'avoir des gens comme toi. Ça devrait être un buzz. Merci, Eliane. Merci pour tout l'honneur, Céline. Merci. Que Dieu vous bénisse et que cette œuvre puisse vraiment prospérer et aider beaucoup de personnes à bien vivre, à vivre heureuses. Merci beaucoup. Et à très vite pour le prochain entretien. OK. Ciao, ciao. Ciao, ciao.